bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement. Avec moi pour vous questionner Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Alors, on a beaucoup parlé d'un documentaire politique diffusé hier soir sur France 3, un documentaire sur Jean-Marc Ayrault, vu par sa fille, dans lequel l'ex-premier ministre, remercié il y a un an, au lendemain des municipales, revient pour la première fois sur ces mois difficiles à Matignon. Vous l'avez vu, ce documentaire ? Je n'ai pas tout vu parce que j'avais une réunion, ce qu'on appelle un conseil fédéral, dans la Sarthe, après les départementales. J'ai vu une partie des deux, d'ailleurs, reportages, celui sur Manuel Valls et puis celui sur Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, il l'a fait avec ce reportage, cette émission, enfin ce documentaire qui était tourné par sa fille. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on entend tellement de choses sur les hommes politiques, souvent sur le côté de leur ambition, de leur immodestie, de l'idée qu'ils seraient coupés de toute réalité. Quand on voit Jean-Marc Ayrault, après avoir été Premier ministre, la manière dont il se présente, tout simplement, ce qu'il fait maintenant, comment il a abordé tout ça, avec aussi la difficulté qui a été de surmonter le vide, ouais, c'est ce qu'il dit. Bon, voilà, je trouve que c'est une belle image. Alors, il y a quand même derrière des hommes politiques, il y a d'abord des hommes et des femmes aussi. Oui, il y a l'aspect humain, effectivement. Simple. Alors, il fait quand même quelques critiques, quand même adressées à François Hollande. Il cite, par exemple, la façon navrante, je cite, dont François Hollande donne des consignes à des ministres par-dessus la tête du Premier ministre et par SMS. Est-ce que vous en recevez, vous, des SMS comme ça, par-dessus la tête du Premier ministre ? Ça m'arrive de recevoir des SMS, d'en envoyer quelques fois aussi, oui. Et alors, ça pose pas un problème, ça ? Parce qu'il explique que ça a été un énorme problème pour lui en tant que Premier ministre, ces SMS envoyés par-dessus sa tête au ministre, cette manière comme ça de gérer de François Hollande. Écoutez, Jean-Marc Ayrault s'est exprimé et il a dit ce qu'il pensait. Je pense que la période qu'il a vécue en tant que Premier ministre, avec des personnalités qui avaient été, en tout cas pour l'une d'entre elles, enfin plusieurs d'ailleurs, mais des candidats à la primaire, je pense aussi à Arnaud Montebourg, et dans un gouvernement où Jean-Marc Ayrault, sa légitimité, il l'avait par la présidence du groupe socialiste qu'il avait assumé pendant de nombreuses années avec François Hollande, Premier secrétaire, puis il avait été nommé Premier ministre. Je comprends ce que dit Jean-Marc Ayrault. Je pense qu'à ce moment-là, dans cette arrivée aux responsabilités, dans un gouvernement avec, une histoire de tous les autres qui venait juste de se terminer et c'était une nouvelle page qui s'ouvrait, c'est Jean-Marc Ayrault qui a fait la transition entre les deux. J'imagine que ça n'a pas été facile. Mais est-ce que c'est une méthode de gouvernement moderne d'échanger des textos ? Est-ce que c'est assez classique ou est-ce que c'est vraiment spécifique à François Hollande ? Je n'ai pas été ministre d'un autre président de la République, je n'ai pas d'expérience à ce titre, donc je ne peux pas vous dire. J'imagine que sous François Mitterrand, il n'y avait pas de texto, ça je suis sûr à peu près, puisqu'il n'y avait pas de portable. Donc comme ça, on est à peu près sûr. Après, je ne sais pas comment, je ne peux pas vous dire. Mais est-ce qu'il a changé du coup François Hollande ? Parce que là, vous dites que c'était le début. Est-ce qu'il a changé et sur quoi, vous qui le connaissez bien, justement, dans sa manière de gouverner et notamment de gérer ses relations avec les ministres depuis 3 ans ? Il y a des points sur lesquels il a changé ? On m'a souvent posé cette question, à peine l'élection était terminée on m'a posé cette question, est-ce qu'il a changé ? La fonction fait changer, bien sûr, oui, les personnes et la manière dont on fonctionne. Je perçois pas non plus de changement dans sa personnalité à lui. Après, les textos, j'en ai toujours fait, on en a toujours fait quand j'étais avec lui pendant pas mal d'années, puis on s'appelait souvent. Là, on s'appelle moins souvent. C'est sûr et certain. On se voit beaucoup moins souvent. Et donc le fait de passer des messages par texto, en tout cas, c'est pas dans sa relation et dans la relation que je peux avoir avec lui. Moi, c'est pas, je reçois pas des textos tous les jours, ni tous les soirs, ni jusqu'à 3h du matin. Donc je peux pas, je sais pas. J'ai vu que dans ce reportage, j'étais indiqué qu'avec le Premier ministre, il y avait des textos qui commençaient très tôt le matin et qui se finissaient très tard. Ça, c'était avec Manuel Valls. Donc voilà. Moi, je n'ai pas ce type de relation. D'accord. Et alors, pour terminer sur ce bilan, Jean-Marc Ayrault parle aussi de certains regrets qu'il a eu de ne pas faire de réforme fiscale, de ne pas avoir pu faire sa réforme fiscale, de ne pas avoir pu démissionner Montebourg aussi, fait partie de ses regrets. Vous en avez des regrets sur ces 3 premières années ? Puisqu'on fait fêter les 3 ans, là. Des regrets par rapport à mon travail ministériel. À des
Des ratés, des loupés? Ah, il y a toujours, oui, on aurait pu sûrement faire mieux à de nombreuses reprises ou sur des rendez-vous importants, ça j'en suis sûr. Mais après, je n'ai pas de regrets, non. Mais vous pensez à quoi quand vous dites sur des rendez-vous importants? Vous avez quelque chose à l'esprit? Oui, je pense que sur la question européenne, il y avait des choses, on a fait des choses et qu'on ne les a pas assez marquées et soulignées. Par exemple? Mais sur les questions liées à l'investissement, sur la stabilité, par exemple, du système bancaire européen aujourd'hui. Qui le sait que le système a été stabilisé avec l'union bancaire? Débat, en particulier entre la France et l'Allemagne, les caisses d'épargne allemandes. Michel Barnier d'ailleurs, commissaire français. Commissaire, bien sûr. Donc oui, je suis tranquille. Hein. Mais c'est des moments très importants où la stabilité de cette zone euro, qui était dans une situation de fragilité totale, eh bien, on ne s'en aperçoit pas quand ça réussit. Il faudrait simplement imaginer si ça n'avait pas réussi. Donc je pense qu'il y a des sujets comme ça. C'est pas toujours facile à expliquer, mais qui passent un peu, sur lesquels on passe parce que c'est fait, mais sur lesquels on devrait beaucoup plus s'arrêter. Mais alors François Hollande va avoir l'occasion de les expliquer, ces sujets, puisque pour cette date anniversaire des 3 ans, il est prévu notamment en fin de semaine une émission de 2 heures sur une chaîne de télévision. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de marquer comme ça le 3e anniversaire à l'Élysée ? De toute façon, dans ces questions, vous savez, vous ne le marquez pas et on vous dit pourquoi vous ne le marquez pas. Vous le marquez, pourquoi vous le marquez. Vous faites, pourquoi vous faites pas, pourquoi vous faites pas. Alors pourquoi faut-il le marquer selon vous? Mais parce que c'est un anniversaire, il y a une date, c'est 3 ans. Je veux dire, il faut rester simple. Vous seriez les premiers. Soyez honnêtes. Si on faisait rien, vous diriez c'est que vous aviez quelque chose à cacher. On fait quelque chose, pourquoi vous le faites? C'est un anniversaire, c'est 3 ans. Bon, on fait quelque chose. Et vous militiez pour faire quelque chose? Oui, et je pense qu'il ne faut pas que ça s'arrête d'ailleurs à la question d'une émission. C'est-à-dire qu'il en faut une autre. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut maintenant, 3 ans, avec les difficultés quand on arrive, avec les phases de ce quinquennat. La première phase où il faut redresser, c'est la question des impôts. La deuxième, c'est le pacte de responsabilité, c'est toute la question de la compétitivité. La troisième, c'est aussi la manière dont maintenant la France se redressant, la croissance revenant, c'est les 2 années qui restent, la perspective qu'on doit donner. Donc je pense qu'il faut aller plus loin qu'une simple émission. Donc si vous voulez mon avis, je pense que pour cet anniversaire de 3 ans, il y a maintenant aussi à tirer non seulement les enseignements de ce qui a été fait, mais aussi fixer la perspective. Mais quand vous dites plus loin, c'est plus de communication, c'est plus de quoi? Oui, de communication, de relations, d'affirmation, de présence. Oui, absolument. Donc vous considérez que ces 3 ans, c'est une date charnière dans le quinquennat de François Hollande? Bien sûr. Ça fait partie, je le pense, de ce qu'il avait annoncé très tôt. Il y aurait une première partie de quinquennat qui sera difficile, il y aura des efforts qui seront demandés. On commence à avoir les fruits de ces efforts se traduire concrètement. Il est temps justement de le rappeler et de marquer cette première phase pour fixer les grandes lignes de la deuxième. Ça veut dire que ce sera une deuxième phase où il y aura moins d'efforts demandés aux Français et beaucoup plus de redistribution? Non, ça veut dire que les efforts ont été demandés. Faut-il qu'ils arrivent à produire des effets? Parce que le pire, c'est que si on laisse penser qu'on a demandé des efforts et qu'en plus il n'y a pas de traduction concrète, ça c'est terrible. Donc aujourd'hui qu'on a un frémissement positif, que les objectifs qu'on s'est fixés en termes de croissance, de réduction de déficit, d'endettement sont en train d'être tenus. Michel Sapin aura l'occasion de présenter les éléments de cette perspective. Pas sur le chômage, mais bon. Oui, mais pas sur le chômage, mais en même temps... on ne peut avoir de résultats sur le chômage que si le contexte économique s'améliore. On le sait, on a besoin d'un peu plus de croissance. Donc oui, mais c'est à ce moment-là, oui, je pense qu'on est dans un moment où il faut être capable de le dire et de le dire de manière très claire. Donc c'est plus des efforts, on ne va pas demander tout le temps des efforts. On en a demandé pour redresser une situation, pour redonner à l'économie de la vitalité, pour faire les efforts nécessaires qu'il y avait à faire à l'échelle de l'Europe, je l'ai dit tout à l'heure, sur la stabilisation de la zone euro. Maintenant, il faut qu'on avance avec ces éléments-là pour dire les choses commencent à bouger et à partir de là, ça va dans un sens nouveau, de la confiance. Vous-même, vous aviez dit d'ailleurs qu'à un moment, il fallait peut-être trouver des solutions pour créer des emplois sans croissance, parce que la croissance, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga. Et là, on voit bien pour la deuxième, pour les 2 ans qui restent, certains conseillent aujourd'hui de réinvestir le terrain social, d'autres d'accélérer les réformes économiques. Vous, pour quelle option Moi, la première chose, il y a 2 options. La première, c'est, en termes économiques, soutenir cette croissance qui redémarre.
Et ça veut dire que la consommation, donc si je prends la demande de manière générale, la consommation des ménages tient, avec une inflation qui est très basse, même égale à 0. Maintenant, il faut soutenir l'investissement. Oui, elle tient aussi grâce à la pression sur les prix. Là, c'est le ministre de l'Agriculture qui est peut-être concerné, des malheureusement. Producteurs étouffés, on parle de la grande avec tous les distribution. sujets sur la grande distribution. Donc, est-ce qu'il faut s'en réjouir? Non, en tout cas, il faut se réjouir du fait que quand vous avez plus de croissance, c'est tout le système qui est grippé. Donc, pour qu'il reparte, il faut qu'il y ait un moment, quelque chose qui se passe. Donc soutien à la demande par la consommation, premier point, et soutien à la demande par l'investissement, deuxième point, avec les mesures qui ont été annoncées, et sur lequel il faut continuer à marteler. Ça, c'est le premier point, en termes économiques. Et le deuxième, je l'ai dit aussi, c'est qu'il faut maintenant aussi penser aux efforts qu'on a demandés, et donc à la manière dont on va indiquer aux Français le lien qu'on va faire entre maintenant cette confiance retrouvée et ce que l'on va faire pour les Français. Et là, il y a la baisse des impôts et il faut lier les mesures à, je l'ai dit, l'idée de la valeur travail, à la question du travail. C'est la baisse des impôts, c'est la prime d'activité et c'est le compte personnel d'activité. Et la réforme du contrat de travail, c'est enterré alors? Parce qu'on a vu beaucoup de déclarations contradictoires. Donc ça, c'est 3 points sur lesquels il faut qu'on soit capable de lier des mesures importantes avec la question du travail. Ça, je suis sûr que pour les couches populaires, c'est un enjeu spécifique et majeur. Alors maintenant, est-ce que le contrat de travail est enterré ou la loi sur le dialogue social va être discutée? Elle sera présentée par François Rebsamen et elle sera discutée avant l'été. Dans cette loi, il y a plusieurs sujets, j'en ai évoqué déjà quelques-uns. Le contrat le compte plutôt personnel d'activité, la prime d'activité, tout ça c'est des sujets, plus le dialogue social. Ouais. Et sur le contrat de travail, il a été clairement indiqué qu'on ne remettrait pas en cause ce qu'est le contrat de travail à contrat à durée indéterminée, comme d'ailleurs le contrat à durée déterminée. Il y a la piste de l'extension de contrat de mission, par exemple, de choses comme ça qui ont été évoquées par l'Élysée. Oui. Ça reste envisageable d'étendre à d'autres secteurs les contrats de mission, de projet? Ça reste en discussion avec les partenaires sociaux. Je pense que dans ce que je disais, et vous l'avez rappelé, à niveau de croissance donné, il faut se donner les moyens de pouvoir être plus efficace en termes de création d'emplois. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai besoin de 1,5% de croissance pour créer de l'emploi, alors qu'on a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il faut être plus efficace en création d'emplois, même si j'ai que 1,5% de croissance, ou si j'ai 1%, il faut que l'efficacité de la création d'emplois en fonction de la croissance soit renforcée. Reste en discussion avec les partenaires sociaux, et si les partenaires sociaux sont contre, ça peut être quelque chose qui est poussé contre les partenaires sociaux, cette extension des contrats? Non, il y a une négociation qui est en cours, je fais confiance à François Rebsamen sur cette question. Alors Stéphane Le Foll, invité du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI, on continue avec une question sur les JO, Frédéric Delpech. Oui, donc les élus parisiens ont voté hier. Oui, j'ai vu. Pour je ne suis pas spécialiste des JO, mais j'ai il va falloir l'être, ça y est là. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'on a le sentiment là que ça y est, la machine se met en marche? François Hollande rencontre jeudi donc en Suisse le président du Comité olympique international. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement maintenant va se mettre en campagne pour ces Jeux olympiques 2024? Je crois que pour réussir l'obtention des JO, on en a quelques expériences malheureuses. Il faut de la cohérence. Il faut que tout le monde soit mobilisé et tire dans le même sens. Donc le gouvernement et le président de la République avaient été un des premiers d'ailleurs à souhaiter que la France candidate et à l'exposition universelle et aux JO. Maintenant, il faut se mettre, comment dirais-je, en ordre de mobilisation, si je puis dire, et de coordination et de cohérence entre les sportifs, la ville de Paris, l'État, le gouvernement. Donc c'est ce qui va se faire et je pense que c'est à cette condition-là qu'on pourra l'emporter. 2 campagnes en même temps, ça fait pas beaucoup, les JO, l'exposition? Je crois que ce qui a été décidé, c'est d'avoir de l'ambition pour la France. Et il en faut. Donc la France va partir sur les 2 campagnes en parallèle. Elle va partir avec 2 ambitions différentes. L'exposition universelle, c'est un retour aux sources. Il faut savoir que, mais les Parisiens le savent, les Français aussi, la Tour Eiffel est liée à une exposition universelle. C'était cette Europe qui avait, à cette époque-là, créé ces grands moments d'exposition liés aux avancées, aux progrès technologiques. Il faut qu'on retrouve cette Vous croyez que les Français ont envie de ce retour aux sources? Je pense que les Français ont besoin qu'on parle de la France avec
de manière positive, qu'on a trop été, et il y a les champions du déclin qui s'expriment beaucoup, ceux qui ont une vision passéiste aussi, qui rappellent la France d'avant, alors que... Mais dans le retour aux sources, il y a un peu ça. Oui, mais c'est sur les expositions universelles. Hein, c'est sur l'histoire des expositions universelles. C'est pas pour retourner à la construction de la Tour Eiffel, même si aujourd'hui c'est un des plus beaux monuments du monde, bien sûr. Donc il faut qu'on soit capable de créer. C'est ça, d'innover. Et il faut qu'on donne de la confiance et qu'on parle de la France avec ambition. Je crois que c'est ça l'objectif. Redonner de la confiance, parler de la France avec de l'ambition à nouveau. Parler de la France avec ambition, on comprend bien l'intention. Cela étant dit, les Jeux Olympiques, on le sait, c'est un gouffre financier. Pas toujours, ça dépend comment c'est précisé. Globalement, oui, certains ont été des gouffres financiers. Il y a des expériences passées qui ont été effectivement plus que terribles. Mais si on sait préparer son dossier, si on a aussi comme objectif avec les Jeux Olympiques d'avoir une politique pour le transport, une politique pour le logement, une politique d'infrastructure qui servent pour la suite, je pense que ça peut être une bonne occasion, au contraire, là aussi d'avoir de l'ambition. Voilà. C'est finançable. Dans le cadre du déficit budgétaire de la France, c'est finançable. On n'est pas sur ce déficit-là. Hein. On est sur des années qui vont venir. Donc on n'est pas dans l'immédiat. Ce qu'il faut, c'est le préparer. Hein, ce qu'il faut, c'est le préparer avec cette ambition-là. Et je pense qu'il y a toute raison de pouvoir réussir des JO. Alors, autre question, la pollution. La semaine dernière, le soleil et la chaleur laissent prévoir aussi une mauvaise qualité de l'air. Cette semaine, alors Ségolène Royal peut-elle se contenter de répondre, comme elle l'a fait la semaine dernière, je la cite, « Empêcher quelqu'un de prendre sa voiture, c'est une mesure privative de liberté. Personne ne peut ni imposer, ni vociférer, ni exiger. » Est-ce que c'est pas un peu court comme réponse ? Je pense que sur cette question, Ségolène Royal a fixé deux objectifs. Il y en a un premier, c'est ça dans sa loi de transition énergétique qui doit être votée de manière définitive là, avant l'été. C'est qu'il faut une stratégie de réduction des émissions de manière globale, favoriser... Ça, c'est le premier, mais c'est très important. C'est pas simplement au coup par coup, c'est pas parce que je mesure un jour avec des problèmes de pollution qui sont liés non seulement à ce qui est le trafic routier en Ile-de-France, et puis à d'autres phénomènes aussi, on le sait. De la même manière que la France doit polluer aussi d'autres pays. Mais est-ce qu'elle peut répondre à ça ? Alors, et deuxième point, je pense que quand ces pics sont atteints, on l'a vu, des décisions doivent être prises, et que la circulation alternée ou le fait de favoriser le covoiturage, ça doit être une stratégie qui doit être mise en place pour éviter que des pics soient... Mais quand ? Dans quel délai ? Parce qu'on voit bien qu'elle se précise pas. Alors là, c'est le problème des délais. Je sais qu'elle a engagé une expertise pour mesurer exactement les causes et la teneur de ces pollutions particules fines. Donc là, il y a des experts qui ont été sollicités, qui vont rendre un rapport. C'est très important de faire le point là-dessus. Et deuxième point, je pense qu'il faut, alors après, des mécanismes ou des discussions. Je pense que quand il y a à faire face à une urgence, il faut la traiter. Mais vous prononcez sur sa réponse, sa façon de répondre ? Non, je ne me prononcerai pas sur sa façon de répondre. Frédéric Delpech. Alors, on va parler un peu de cette loi renseignement qui est en discussion à l'Assemblée, qui avait été présentée par le gouvernement comme une loi assez consensuelle et qui finalement rencontre quand même un peu plus d'opposition que prévu, notamment de la société civile et puis d'une partie de la gauche et même de certaines voix à droite. Est-ce que c'est faute de mauvaise préparation, mauvaise concertation avant ce projet de loi ? Non, c'est un débat qu'il y a entre... la nécessaire sécurité qu'on doit apporter pour se protéger du terrorisme, des actes de terrorisme, et puis la nécessité de garantir des libertés individuelles. Je veux dire, on connaît ce débat. C'est toujours un équilibre entre les deux. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Il n'est pas encore trouvé alors ? Si, on n'est pas loin de le trouver. Les débats à l'Assemblée sont plutôt de bonne qualité. Moi, j'ai que confiance dans le président de la Commission des lois, là, Jean-Jacques Urvoas. On va trouver cet équilibre. Mais il faudrait éviter les procès trop faciles. Parce que derrière, il y a quand même des enjeux majeurs. On est passé entre la loi de 91 sur le terrorisme et aujourd'hui à une situation où, par exemple, Internet qui n'existait pas, les smartphones qui n'existaient pas, sont des vecteurs de propagande djihadiste aujourd'hui. Bien sûr, mais sur le fait qu'il n'y ait pas besoin d'un juge pour autoriser les services de renseignement à poser des micros, qu'il y a une définition très très large aujourd'hui, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, c'est très vague ça. On voit bien que ça peut ouvrir la porte à... En même temps, c'est très précis. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui il y a des policiers devant les sièges de tous les journaux et tout ça ? Parce qu'on sait qu'il y a une menace. Oui, mais on voit bien que ça peut concerner aussi autre chose que le terrorisme. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, face au terrorisme, quand on met des policiers, c'est parce qu'on sait qu'il y a une menace.
menaces. Et il y en a devant toute les télés, et tant mieux. Non mais d'accord, mais sur les craintes aujourd'hui. Je les comprends, les craintes. Mais en même temps, je ne voudrais pas qu'on oublie la menace. Parce que c'est toujours... Vous savez, on fait... Et on l'avait anticipé, hein, c'est en 2014, cette loi sur le renseignement. Parce qu'il y a une menace. Parce qu'il y a des outils nouveaux qui sont aujourd'hui... Et en plus, la valeur de cette loi, c'est aussi de mettre un cadre légal à des choses qui sont faites déjà. Alors après, il y a le débat entre la rapidité de la décision pour pouvoir tracer et découvrir un réseau et une action terroriste, et le fait du contrôle qui doit être aussi pour une garantie pour les libertés. C'est ça en fait le vrai débat, hein, par rapport à ce que vous dites. Bon, aujourd'hui, le Premier ministre peut autoriser les services de renseignement à mener une enquête rapide parce qu'il y a une menace ou une perception de menace, rapidement, mais de toute façon ensuite ça passe par cette commission alors, de contrôle des techniques de renseignement, hein, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui est composée de parlementaires, de magistrats, qui doit de toute façon valider de manière définitive si ce qui a été décidé dans l'urgence parce qu'il y avait urgence doit être maintenu ou si ça doit être détruit. Et c'est cette commission qui a aujourd'hui, dans sa composition, hein, parlementaires et magistrats, plus experts, la possibilité de revenir sur une décision qui a été prise. Mais vous disiez on va trouver un accord, ça veut dire sur quel point précis Le débat. Moi, je suis pas inspiré. Mais l'équilibre, pour vous, il faut aller vers quoi pour que ce soit un bon équilibre ? Il faut aller vers l'efficacité pour éviter de louper, parce qu'on aurait des procédures trop lentes, un réseau qui se préparerait à un attentat, et donc éviter l'attentat. Donc voilà, c'est tout. Il faut qu'on se mette dans cet état d'esprit. Il n'y a pas d'autres enjeux. On n'est pas là pour... j'ai vu, c'est pas Big Brothers, hein, c'est simplement se protéger contre le terrorisme. Et donc il faut trouver, dans le débat parlementaire, la commission... Enfin, moi je fais confiance à ceux qui suivent ces dossiers depuis longtemps, pour qu'on trouve le calage nécessaire, mais absolument indispensable, pour faciliter et être efficace contre la lutte dans le terrorisme, quand même. Christophe Joly ? Alors les frondeurs se sont exprimés sur le sujet, ils ont émis des réserves. Vous êtes sensible à la discipline de parti et de vote. Jusqu'où peuvent-ils s'exprimer selon vous ? Je pense que là, les frondeurs, et j'ai bien vu comment le débat de congrès pouvait être engagé, il faut un moment qu'on puisse aussi se caler ensemble pour ne pas être tout le temps dans la fronde. D'accord, ils ont demandé à être appelés les éclaireurs. Christian Paul l'a demandé, vous leur accordez ce qualificatif ? Éclaireurs, ça veut dire que ils éclaireraient, ils s'éclairent, c'est possible ça, entre eux. Il faudrait aussi qu'ils nous aident. Il faudrait qu'ils soient aideurs plutôt qu'éclaireurs. D'accord. Aujourd'hui, ils sont un frein au débat selon vous ? C'est pas un frein au débat, c'est en tout cas ils animent le débat, mais il faudrait pas qu'ils animent le débat. Oui, mais c'est pas simplement entre eux, c'est contre le gouvernement. Donc il y a un moment où il faut aussi que chacun prenne un peu de responsabilité, de sens de la responsabilité. Si on fait cette proposition, c'est pas pour remettre en cause les libertés publiques, c'est pour lutter contre le terrorisme. Et est-ce que le terrorisme n'est pas un problème ? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des policiers aujourd'hui, partout, dans tous les lieux de culte, devant les télévisions et les organes de presse, et c'est nécessaire, on se protège. Bon voilà, c'est tout. On ne fait pas non plus ces lois, on n'est pas là pour en rajouter. On est là pour essayer de trouver des solutions et être efficace dans la lutte contre le terrorisme. C'est ça que je voudrais rappeler. Donc aideur plutôt qu'éclaireur ou frondeur, ça serait mieux encore. Oui. Aideur que frondeur, ça serait parfait. Il faudra leur soumettre alors. Je vais essayer, je ne sais pas si j'y arriverai. Bon, dernière question sur l'actualité Radio France. Voilà, la crise continue, grève la plus longue depuis 68. Ouais. Ça pose déjà des questions tout d'abord aussi sur la procédure de nomination des présidents de l'audiovisuel public. Alors qu'est-ce qu'il y a à revoir selon vous déjà sur ce point ? Puis après on parlera de la grève plus en détail. Je ne vais pas revenir sur la procédure. On a choisi d'avoir un organe transparent qui s'appelle le CSA, qui nomme les présidents de grands médias publics pour éviter que ça soit le procès de la nomination du politique, du choix du politique. Bon, une fois qu'on a fait ce choix-là, on ne va pas y revenir. Alors après, il y a le problème de Radio France. Et là, le sujet, c'est la médiation qui a été nommée, le médiateur qui a été nommé a commencé son travail. Je souhaite vraiment
que cette médiation aboutisse à la fin de la grève et qu'on trouve des solutions qui permettent à Radio France de redémarrer et surtout de trouver les bonnes solutions pour l'avenir, hein, et faire en sorte que ce grand groupe radiophonique reste un grand groupe. Là, on en est quand même au-delà même de la médiation, puisque la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, a fait une visite surprise hier soir sur place. J'ai entendu ça ce matin. Ouais. Taper du poing sur la table et demander à ce que la grève s'arrête. Est-ce que ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, 117 grévistes, c'est-à-dire 4% des effectifs, bloquent Radio France? Est-ce que ça veut dire que cette grève doit s'arrêter aujourd'hui? Vous avez dit, hein, 117 grévistes, 4%. Je pense qu'il faut qu'elle s'arrête. Alors j'ai pas d'injonction à donner, mais je pense et je souhaite qu'elle s'arrête. Aujourd'hui? Là, le plus rapidement possible. Je ne suis pas là pour dire donner des dates et des dates butoirs. J'ai un peu de respect aussi pour ce qui est la mobilisation d'un certain nombre de salariés. Mais je pense qu'il faut qu'elle s'arrête. Et le plus rapidement possible, ça sera le mieux pour Radio France. Ça veut dire que le gouvernement a mis tout son poids dans la balance Le gouvernement a mis tout son poids dans la balance pour qu'il y ait une médiation, pour qu'on trouve des solutions et que l'avenir de Radio France ne soit pas obéré. Ça veut dire que cette grève n'est plus justifiée aujourd'hui? En tout cas, cette grève, il faut qu'elle s'arrête. Sinon, on continue et on va où? Quelle est la perspective? Quel est l'objectif? Vous l'avez rappelé, hein, 4% des grévistes qui ont des choses à dire et qui revendiquent sûrement des choses, ça ne peut pas remettre en cause l'avenir d'un grand groupe comme Radio France, qui a je sais pas, plusieurs milliers de salariés quand même, et qui est dans l'histoire des médias français, qui a cette place qui est particulière avec à la fois les différentes radios. Bon, donc il faut qu'on trouve une solution, il faut le faire vite. Si le gouvernement a décidé d'intervenir, ça veut dire que le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, n'a pas su trouver les moyens de concerter. Son arrivée dans ce contexte n'a pas été facile. Je pense qu'il y a un gros problème de dialogue social à Radio France et qu'il n'a pas trouvé les bonnes clés pour le résoudre. Donc il faut aller, et c'est pour ça que la médiation est utile, vers ce nouveau dialogue au sein de Radio France. Et il faut que le président Mathieu Gallet prenne bien la mesure de cet enjeu. Voilà ce que j'ai à dire. J'en dirai pas plus. C'est une façon quand même de brandir une menace à son encontre. Mais pourquoi vous dites ça? Je dis simplement qu'il y a quelque chose qui, de l'ordre du dialogue social, doit être parfaitement mesuré. Et de la part du président, il faut qu'il en ait une conscience forte, parce que je pense que ce qui est le constat d'un mois de grève, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en termes de dialogue social. La question qu'on se pose avec la visite de Fleur Pellerin, c'est si ça continue, si ça se prolonge, est-ce que c'est l'échec du gouvernement finalement ou l'échec de Mathieu Gallet? C'est la question qu'on se pose. Oui, alors là, franchement, le gouvernement, Radio France avait un plan. La situation qu'on a aujourd'hui n'est pas liée à ce qu'on a pu décider, nous, en tant que gouvernement. C'est aussi une situation qui s'est trouvée dans ce contexte d'aujourd'hui, le fait d'une accumulation. Bon, maintenant, il faut trouver des solutions. Le gouvernement, sa responsabilité, c'est de sortir de la grève, et je l'ai dit, de trouver des solutions pour redonner de l'avenir et de l'ambition à cette grande radio. Alors, Stéphane Le Foll. Assez grande radio. Assez grande radio. Stéphane Le Foll, invité du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. Une question sur le remaniement, Frédéric Delpech. Oui, on va passer à un aspect plus politique. Alors, le remaniement, visiblement, ce sera après le congrès du Parti Socialiste, peut-être même avant l'été, donc fenêtre de tir. On parle de la deuxième quinzaine du mois de juin. Est-ce que pour vous, c'est le bon timing, la bonne fenêtre de tir ben alors là, pour moi, le bon timing, c'est de travailler et de ne pas se poser ce genre de questions qui, de toute façon, alimentent beaucoup l'actualité. Je suis déjà assez satisfait qu'après, parce qu'avant les élections départementales, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pour dire, dans la foulée, il va y avoir un remaniement? Il n'y a pas de remaniement, parce que il en faut pas. Dit. Je pense qu'on n'est pas obligé, à chaque fois qu'il y a une élection, de dire il va y avoir un remaniement. C'est pas le sujet. Et faire revenir les écologistes, par exemple? Ah, ça, c'est un autre sujet. Faire revenir les écologistes, rassembler largement, ou plus largement que c'est le cas aujourd'hui, ça, c'est un sujet. Mais ça ne peut pas se faire. C'est ça qu'il faut bien faire comprendre. Ça ne peut pas se faire avec
L'idée qui consiste à dire, eh bien, je prends 2-3 personnalités au gouvernement, parce que j'ai fait un remaniement, et puis ça y est. Non, ça doit se faire sur un contrat politique. Sinon, ça se fait pas, ça marche pas. Alors, ce contrat politique, on le sait, les écologistes demandent des gages. Alors, ça sera soit un geste sur le nucléaire, soit peut-être plutôt la proportionnelle. Est-ce que, par exemple, l'idée de refaire, qui revient sur le tapis d'instiller un peu plus de proportionnel dans les élections, est-ce que ça pourrait être une solution qui pourrait mettre tout le monde d'accord? Je n'ai pas d'idée sur la solution. J'ai une idée très claire sur la stratégie à conduire. La stratégie à conduire, elle est de fixer les grands objectifs qu'on se donne pour faire réussir la France et les Français. Et sur ces grands objectifs, il y a bien sûr une dimension écologique, la transition énergétique, la COP21, les grands enjeux de changement de modèle, ou l'agroécologie pour ce qui est du ministre de l'Agriculture. Parce qu'on en parle mais ça, pas. c'est déjà le cas. Mais voilà. Oui, c'est déjà le cas. Ah bah oui, mais c'est déjà le cas. Il faut-il qu'encore tout ça soit parfaitement comptabilisé et avec des perspectives qui soient données. Parce que le côté, c'est la proportionnelle ou c'est la question du nucléaire, si c'est que 2 points de ce type, pour moi, ça ne suffit pas. C'est pas ça la France de demain. C'est pas ça la France que politiquement, moi, socialiste et écologiste. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas ou ça peut faire partie du package, on va dire. Ça ne suffit pas et ça ne peut pas se résumer à ça. Donc je fais passer le message. Si on arrive, mais on est prêt à négocier, mais alors il faut 2 points et puis ça y est, non, c'est pas vrai. Quel bénéfice? Ça va plus loin. C'est plus large que ça. C'est une ambition plus grande, là encore, pour la France et les Français. Il ne faut pas se réduire à des petits sujets. Technique ou politique. Petit sujet technique, le nucléaire. Ils vont apprécier. C'est un sujet de législative, c'est un sujet de dose de proportionnelle. Franchement, vous pensez que ça intéresse la France et les Français aujourd'hui? Je ne le crois pas. D'accord, donc le message est envoyé. Vous voyez quel bénéfice aujourd'hui? Est-ce que les Verts reviennent au gouvernement? Quel bénéfice opérationnel? Non, quel bénéfice? Mais quel bénéfice? Ça voudrait dire que si on est capable de construire un projet pour les 2 ans qui viennent, qui est une ambition pour la France et les Français, intégrant les préoccupations écologiques, de la transition énergétique, des changements de modèle de production, ça c'est un vrai sujet. Mais que les Verts feraient-ils mieux qu'aujourd'hui sans... Ils ne sont pas dans le gouvernement aujourd'hui depuis un an. C'est pas chercher, est-ce que les Verts feraient mieux que ce qu'ils ont fait? Différent. C'est est-ce qu'on est capable de faire mieux tous ensemble? Voilà, c'est tout. Et la réponse, oui, je pense qu'on a là une réflexion à conduire tous ensemble. Mais mieux dans les ambitions, dans la réalisation, dans l'opérationnel? Dans les ambitions, dans la réalisation, il y a des choses à faire. On sait aussi qu'il y a une volonté de François Hollande d'éviter une candidature écologiste en 2017. Alors, est-ce que le meilleur moyen d'éviter cette candidature écologiste, ce ne serait pas d'organiser une primaire, comme le demandent par exemple les frondeurs, une primaire ouverte à l'ensemble de la gauche pour désigner le candidat socialiste, primaire à laquelle pourrait participer François Hollande en tant que président sortant? Est-ce que ce serait une bonne solution? Vous vous êtes posé la question avec un petit sourire, parce que président sortant, voilà, dans le cadre de la primaire. Donc il serait président, puis après il serait candidat dans la primaire. Il se trouve que, par exemple, il y a des attentats. Qu'est-ce qui se passe? On arrête la primaire? Mais alors c'est quoi votre solution? Parce qu'on vous a déjà entendu répondre ça, effectivement, mais on n'a pas compris quelle était votre solution. Mais moi, j'ai pas de la solution que vous proposez, c'est quoi? Il ne faut pas de primaire, qu'il soit candidat? S'il y a un président de la République, il n'y a pas de primaire. Voilà. S'il est candidat, bien sûr. Pour moi, c'est clair. Je ne vois pas comment on organise. Enfin, franchement, je trouve tout ça en plus... Mais rien que de se poser la question, quand même, de se demander si un président en exercice, d'accord, sort de l'Élysée pour aller dans une primaire, dans un débat général, puis retourne le soir pour être président de la République, mais qui peut imaginer ça? Il n'y a que des gens qui ont quand même un petit problème dans l'organisation de la structuration politique. On est en responsabilité aujourd'hui. On assume les responsabilités. On est devant les Français. Et la France, elle est à l'étranger. Elle est dans le contexte international, elle est face à des menaces, je les ai dites, elle est face à des problèmes, elle est face aussi à des grands rendez-vous. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout mélanger. Donc cette question, elle est posée par certains, moi je ne veux pas l'évoquer. J'ai déjà répondu, là je vous réponds sur ce que je pense, mais je ne veux pas l'évoquer. C'est vraiment revenir, je vois bien, et en particulier du côté des frondeurs, mais qu'ils nous disent comment ça peut se passer. Ils disent que c'est dans les statuts du Parti Socialiste. Oui, alors, vous avez les statuts du Parti Socialiste et puis vous avez la France. Bon, voilà. Moi, je choisis la France, les Français. D'accord, donc si François Hollande est candidat... De temps en temps, il faut rappeler quand même les choses. On a été élu, on est aux responsabilités, on est devant un pays, on est devant tous les Français. On n'est pas avec les statuts du Parti Socialiste pour dire aux Français « Ah ouais, mais dans les statuts du Parti Socialiste, il y a écrit ça. » Il ne faut quand même pas exagérer. D'accord, il faut changer il faudrait respecter d'ailleurs les statuts du Parti Socialiste. Quand il y a des votes, on respecte les votes. Ça serait ça la première chose à faire en interne du Parti Socialiste. Respecter les statuts.
plutôt que d'évoquer les statuts pour aller s'adresser aux Français. D'accord, donc là, il faut changer les statuts, en tout cas, sur ce point. Non, je ne vais pas changer les statuts. Quand on est dans l'opposition, qu'on part à la conquête, c'est normal qu'il y ait une désignation. Moi-même, j'ai participé aux premières primaires qu'on avait organisées. C'est moi qui les avais organisées. C'était en 2006 avec Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, je m'en rappelle. D'accord. Et la primaire UMP, parce que du coup, il y a une primaire. Enfin, l'UMP qui ne va plus s'appeler l'UMP, d'ailleurs, qui va s'appeler les Républicains. Ça va Alors, être le nouveau nom. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Ben, ça doit être entériné, du moins. Bon. Donc si c'est ça, c'est en bonne voie, visiblement. C'est en bonne voie. Bon, selon des sources bien informées, c'est en bonne voie. Très bien. Moi, bon, ok. Dont acte. Dont acte. Enfin, pas en de tout cas, commentaire. que ce soit l'UMP ou que ce soit les Républicains, c'est Nicolas Sarkozy. Pour vous, c'est ça? C'est ça. Parce qu'ils vont faire une primaire. Il y aura une primaire, mais c'est déjà c'est Nicolas Sarkozy. J'ai parfaitement regardé ce qui s'est passé. Hein, je le vois bien. Nicolas Sarkozy, les départementales, c'est Nicolas Sarkozy. Ça m'a frappé d'ailleurs le soir des commentaires. 36% UMP, UDI plus divers droite. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a gagné. J'avais Jean-Christophe Lagarde, hein, c'est ça. Jean-Christophe. Et je disais, mais et vous alors? Vous n'avez pas gagné? C'est Nicolas Sarkozy. Enfin, c'était frappant le soir du deuxième tour. Bon, donc on voit bien que l'UMP républicain, ce qui d'ailleurs en dit long hein, sur la manière dont ce républicain fait référence aussi aux républicains. Hein, bon, mais c'est Nicolas Sarkozy. Oui, c'est Nicolas Sarkozy. Et avec une conception de la République qu'il a un peu explicité dans le journal du dimanche, où disparaît et la fraternité et l'égalité. Hein. Il reste la liberté. Pour le reste, la République. Et elle vous semble alors du coup, si vous dites c'est Nicolas Sarkozy alors, qui revendique la victoire, c'est Nicolas Sarkozy, les Républicains, et la primaire, parce qu'elle est quand même censée donner de la légitimité aux candidats, ouvrir le jeu, c'est une primaire ouverte, hein, comme avait fait le PS. Pour vous, elle va pas permettre de faire héberger un candidat consensuel, cette primaire? On verra. On verra. Bon, alors, Stéphane Le Foll, alors là, c'est le ministre de l'Agriculture qui est invité du rendez-vous politique des Indes Radio Métro News et LCI, avec une question, Christophe Joly, sur un fameux rapport qui vous est remis. Voilà, qui va vous être remis aujourd'hui de Guillaume Garot sur le gaspillage alimentaire. Parmi les recommandations, la possibilité pour les supermarchés de revendre leurs invendus, de céder leurs invendus, le développement des doggy bags, est-ce que ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois? Déjà, le fait de s'en préoccuper, d'en parler, c'est déjà, à mon avis, une manière de trouver des solutions. Et après, c'est vrai que sur le gaspillage, pour trouver des solutions, il y a aussi beaucoup de liens avec le comportement individuel des uns et des autres. Bon, donc les solutions, c'est qu'on évite de jeter, quand on est en grande quantité, en particulier sur les grands distributeurs, les distributeurs de manière générale, pour éviter qu'on gaspille. Ça se fait et ça doit être encouragé. Et puis deuxièmement, on essaye de mettre des mesures en place pour que les consommateurs, chacun d'entre nous, soit un peu plus responsable et évite de jeter. Quels sont vos objectifs en la matière? Moi, je n'ai pas d'objectif chiffré parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Mais on sait à peu près aujourd'hui qu'on doit gaspiller à peu près 25% de ce qui est acheté ou consommé. D'accord. Donc à compter de quel ratio vous seriez satisfait ou vous auriez estimé avoir progressé? Je pense qu'il faut faire baisser ce gaspillage et à partir de quel ratio, j'en sais rien. Il faut que la tendance s'inverse. On ne doit plus jeter, on ne doit plus gaspiller. En obligeant les supermarchés à donner leurs invendus, ça c'est possible? En obligeant, dans un cadre de loi, oui, à faire en sorte que chacun fasse l'effort nécessaire. Il est déjà fait, hein, mais il faut aller jusqu'au bout. L'effort nécessaire pour que tout ce qui est au rebut ne soit pas jeté, mais soit réutilisé. Donc le rapport va vous être remis aujourd'hui. Vous vous êtes déterminé un calendrier de mise en œuvre. Mais Guillaume Garot avait déjà parlé du gaspillage, de la lutte contre le gaspillage. On a mis en place des prix, des évaluations que j'ai moi-même données. Et Guillaume Garot avait lancé ce grand projet sur la lutte contre le gaspillage quand il était ministre délégué auprès de moi. Donc c'est un prolongement d'une politique qui a déjà été engagée. D'accord. Avec quelles échéances pour le coup? Parce que concrètement, moi, consommateur, dans quel délai je devrais voir une concrétisation de ce dont vous parlez? Écoutez, il faut voir après comment, de manière législative, tout ça, là, pour les mesures législatives, hein, c'est mis en œuvre. Donc je vais regarder ça. Il y a un rendez-vous avec Ségolène Royal qui a eu lieu ce matin aussi, là, pour qu'on essaye de se caler là-dessus. Bon, donc le plus rapidement possible. Lutter contre le gaspillage, ça me paraît être, en tout cas, une grande cause.
Stéphane Le Foll, juste une question très courte. Aujourd'hui, on sent une grogne des maires des grandes villes de France. Il y a une pléthore d'annonces d'augmentation d'impôts locaux. Alors, pas d'augmentation des impôts au niveau de l'État, mais visiblement, les Français vont payer la note dans les villes. Est-ce que vous allez quand même faire un geste concernant les dotations aux collectivités? Oui, mais alors là, je voudrais le dire, je vais en profiter ce matin. Les maires qui augmentent leurs impôts en début de mandat, on a toujours connu ça. Et aujourd'hui, pour pouvoir se justifier, on dit c'est parce qu'il y a la baisse des dotations. Qu'est-ce qu'on demande aux collectivités? On demande qu'elles fassent tout l'effort qu'a fait l'État pour réduire les dépenses. Parce que sinon, il n'y a que l'État qui en fait des efforts et ça ne peut pas fonctionner. La dépense publique est un engagement. On ne peut pas faire ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire j'augmente mes impôts en début de mandat, et c'est parce que la baisse des dotations. Parce qu'il y a sûrement à faire des rapports entre la baisse des dotations et l'augmentation des impôts, mais il y a aussi une responsabilité de tous les maires et les présidents de communautés de communes, et d'agglos et de villes, pour faire des efforts en fonctionnement. On ne demande pas de faire des efforts sur l'investissement. Au contraire, on a mis et on va mettre d'autres mesures en place pour soutenir l'investissement. Mais tout le monde doit faire un peu d'effort de rigueur dans le fonctionnement. C'est ça qui est demandé. Donc, vous considérez que ces augmentations, elles sont un peu factices? Et ce sont des augmentations qu'on connaît, parce qu'on a tous été dans des collectivités. En début de mandat, vous augmentez les impôts. Comme ça, vous êtes sûr qu'après, à la fin du mandat, vous pourrez dire peut-être les baisser ou les stabiliser. C'est ça qui se passe. D'accord. Donc moi, je ne veux pas qu'on dise l'augmentation des impôts, c'est lié uniquement à la baisse des dotations. C'est pas vrai. D'accord. Et ce qu'on demande avec la baisse des dotations, c'est de dire à toutes les collectivités, tout le monde doit faire des efforts. Tout le monde, en fonctionnement en particulier. En tout cas, vous rejetez la responsabilité sur les élus, y compris des élus socialistes comme Gérard Collomb, qu'on a entendu ici même d'ailleurs. Je ne rejette pas la responsabilité, mais je ne voudrais pas qu'on nous la rejette. Non, parce que, attendez, vous commencez avec une question qui est très simple. C'est de votre faute. Donc moi, je dis simplement non. On ne peut pas se renvoyer la balle comme ça. C'est pas vrai. Et que chacun doit faire des efforts. Je rappelle 50 milliards d'économies, dont 30, plus de 40, c'est l'État. C'est pour 11 milliards pour les collectivités. Et ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, je sais ce qu'est faire des économies. J'en ai fait. Alors justement, le ministre de l'Agriculture, il y a des questions des radios du groupement des Indes radios qui vous sont adressées. On commence par celle de Radio Dreckland, posée par Pierre Maurer en Alsace. Bonjour Monsieur Le Foll. La fin des quotas laitiers imposés par Bruxelles, mesure entrée en vigueur au début du mois, inquiète une partie du monde agricole français. Les producteurs laitiers, qui sont encore un peu plus de 68 000 aujourd'hui, redoutent de devoir entrer dans une course au rendement et à la vente encore plus intense. En Alsace, le monde agricole subit déjà depuis longtemps les conséquences des prix plus bas pratiqués outre-Rhin. Ma question est simple, comment redonner confiance aujourd'hui à cette filière laitière ? Première réponse, c'est pas l'Europe qui a imposé, c'est un choix politique. Moi, j'avais voté contre la fin des quotas laitiers. Il ne faut pas non plus là dire l'Europe a imposé. C'est un débat politique entre des pays qui a abouti à la fin des quotas laitiers. De la même manière que quand l'Europe a décidé les quotas laitiers, ça a été décidé. C'était des pays. Politique. Donc voilà, soyons aussi clairs sur le sujet. Deuxièmement, comment on fait maintenant ? Le vrai problème, c'est que la fin des quotas laitiers, en particulier pour un pays comme la France, c'était le lien entre la production laitière et des territoires. Et il y a des risques de délocalisation. Donc on a mis en place des mesures de correction avec des aides à la vache laitière, en particulier pour toutes les zones de montagne, les zones difficiles, les zones de handicap. Et deuxième point, il y a la question plus globale de la régulation d'une production qui va se tourner beaucoup vers l'exportation. Tout le monde a envie d'exporter du lait en Europe. Mais personne ne se pose la question de savoir si les débouchés à l'export, et en particulier en Asie, ne sont pas à la hauteur des prévisions. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a augmenté notre production sur le marché européen ? Je n'arrête pas, ça fait 3 fois que j'ai ce débat au niveau du Conseil. Il y a des pays qui ne l'entendent pas, qui sont complètement dans la perspective de l'exportation. Et donc moi, je continuerai à plaider pour un post-quota, une organisation pour éviter des emballements de production qui coûtent après très cher aux producteurs. Et puis le troisième élément, c'est la politique agricole, et puis c'est aussi la structuration, l'organisation de la filière laitière, le renforcement des organisations de producteurs pour donner plus de poids dans la contractualisation à ceux qui produisent. Et puis c'est avec la grande distribution une discussion suivie depuis 2 ans
temps pour éviter là aussi des jeux sur le coût, sur le prix du lait, avec une volatilité qui est beaucoup trop importante aujourd'hui. Oui, Christophe Joly. Une très grande majorité de Français, 87%, selon un sondage récent, sont favorables à ce que la politique agricole soutienne les petites exploitations. En lieu et place des fermes industrielles, comme on les appelle. Vous êtes sur la même ligne qu'eux ? Je suis non seulement sur la même ligne, mais je vais informer les auditeurs des radios indépendantes ce matin que j'ai mis en place, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, pour la première fois dans l'histoire, une dégressivité des aides qui fait que les 52 premiers hectares, c'est-à-dire aujourd'hui en France, la moyenne de taille des exploitations, c'est 52 hectares. Oui, ça a été dans le cadre de la réforme de la PAC. Oui, mais est surprimé. C'est-à-dire qu'on donne 10% de plus sur les 52 premiers hectares. En plus, on permet, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, à ceux qui sont regroupés de manière collective, d'avoir, s'ils ont par exemple, ils sont 3, il y a 150 hectares, 3 fois 52 hectares. Enfin, on voit bien. Donc moi, j'ai un projet agricole qui consiste à faire en sorte que je donne et que je distribue des aides pour favoriser une agriculture avec des agriculteurs, avec des paysans, avec des... Donc la ferme des 1000 vaches, c'est pas mon projet, mais j'ai toujours dit. Oui, enfin visiblement les petits éleveurs, enfin c'est parce qu'effectivement la question c'est les petites exploitations avec la fin des quotas, ces inquiétudes évoquées, visiblement c'est pas suffisant. Mais visiblement c'est pas suffisant. Vous me posez une question, est-ce que je suis d'accord avec l'idée des petites exploitations ? Je vous réponds, j'ai mis en place une mesure historique qui n'a jamais été mise en place, jamais. Alors après, on peut dire que c'est pas suffisant. J'attends qu'on me fasse des propositions. Mais moi, j'ai mis en place pour la première fois un système qui vise à faire de l'agriculture française une agriculture qui garantisse sa diversité de toutes les productions et qui garde des paysans, des éleveurs et des agriculteurs. Alors vous avez évoqué la grande distribution, justement, c'est l'objet d'une autre question posée par Émilien Bordery de la radio Suite FM. Monsieur le ministre, vous qui êtes aussi élu municipal au Mans, agglomération dans laquelle la grande distribution bat des records en termes de superficie autorisée, comment comptez-vous faire comprendre aux Français qui font leurs courses d'alimentation qu'il faut chercher les produits de qualité, les produits respectueux de l'environnement et du coup parfois aller voir ailleurs que dans les super ou les hyper et non pas forcément ne regarder que le prix qui lui est souvent l'apanage de la grande distribution? Alors, qu'est-ce que je fais ? D'abord, je développe les achats de production locale. C'est tout le guide qu'on a mis en place pour favoriser l'achat local pour tous les établissements publics, les collectivités locales. Ça, c'est le premier point. Favoriser ce qu'on appelle les circuits courts. Enfin, courts et surtout, production locale, achat local. Bon, ça, c'est en route, c'est en train de se mettre en œuvre. Deuxième point, la qualité, c'est des signes qu'on doit donner aux consommateurs. C'est-à-dire que le consommateur, je le sais, est prêt à payer un peu plus cher des produits. S'il a derrière l'assurance de la qualité ou de l'origine des produits. C'est pourquoi on a mis en place, avec les professionnels, des traçabilités au travers des viandes de France, des fleurs de France. Je vais essayer de le faire sur le miel de France, pour dire aux consommateurs, ce qu'on vous propose avec ce logo d'origine France vous garantit à la fois des conditions sanitaires, des conditions de bien-être animal lorsqu'on parle des viandes, et des conditions sociales aussi pour la production. Parce qu'on sait que la concurrence se fait beaucoup sur le social. Donc voilà ce qu'on est en train de mettre en place. Et c'est à ces conditions-là que les consommateurs peuvent à ce moment-là acheter et mettre un peu plus cher. Et j'en suis sûr, ils le feront, parce qu'ils savent que derrière, c'est des producteurs français, c'est des agriculteurs français, et c'est des conditions de production qui respectent les règles et les lois. Alors, autre question pour finir sur un sujet complètement différent, posé par Loïc Barrière de Radio Orient. Stéphane Le Foll, bonjour. Alors que la Palestine vient d'adhérer officiellement à la Cour pénale internationale, j'aimerais savoir si vous auriez voté la résolution de l'Assemblée nationale réclamant la reconnaissance de l'État palestinien. Par ailleurs, François Hollande sera-t-il le président français qui reconnaîtra cet État palestinien ? Moi, j'ai toujours milité pour un État palestinien et 2 États, la sécurité pour l'État d'Israël et l'État palestinien. Donc sur la résolution, oui, je l'aurais voté. Et deuxièmement, je pense que là, il y a une volonté en ce moment de relancer de la part de la France. Et Laurent Fabius l'a dit. La discussion et les négociations sur cette question de l'État palestinien. Et je pense que c'est très important. Donc à la question posée, j'ai apporté la réponse. Moi, je suis favorable, très favorable, à ce qu'on retrouve la voie de la négociation sur cette question du Proche-Orient et des 2 États, la sécurité pour Israël, et ça, il faut qu'elle soit garantie, mais en même temps, il faut ouvrir des négociations
sur l'État palestinien et sa reconnaissance. Alors, il y a la question des radios, il y a maintenant la rubrique La question du bon élève. Qui a dit « Nous menons des politiques absurdes aujourd'hui. Si les indicateurs s'améliorent, c'est pour des raisons parfaitement indépendantes du gouvernement. » Alors, qui a dit ça? Quelqu'un de malveillant. De très malveillant, alors vis-à-vis du gouvernement, j'imagine. C'est qui? Je sais pas. Arnaud Montebourg, enfin. C'est Arnaud. Ah, mais oui, c'est Arnaud Montebourg. Mais Arnaud Montebourg, il y a un truc. Enfin, je vais juste te dire ça. Il est sur cette ligne qui consiste à dire la réduction du déficit budgétaire, c'est de l'austérité. Et donc, l'austérité, ça conduit à la baisse de la croissance. Nous n'avons pas, et c'était des discussions qu'on avait, nous n'avons pas fait de politique d'austérité. C'est pas vrai. Et dans le débat qui va avoir lieu là, sur la stabilité, les perspectives pour la dépense publique et le déficit budgétaire, on ne fait pas, on est sérieux, ça c'est sûr, on réduit la dépense publique, ça c'est certain, on ne veut pas laisser filer les déficits budgétaires, ça c'est absolument la ligne. Mais jamais on fera à un niveau qui remettrait en cause la croissance qui revient aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on aurait eu je l'ai déjà dit 10 fois, mais 2-3% de plus de déficit budgétaire qu'on aurait changé quoi que ce soit. Ce qu'il dit relève de la malhonnêteté alors, voire du Ce mensonge. qu'il dit non relève de sa propre conviction et du fait qu'il a de ce côté-là une certaine constance. D'accord. Il a dit récemment avoir le sentiment d'avoir perdu son temps au cours de ces 17 années passées en politique. Est-ce que vous avez parfois ce sentiment au cours de vos plus de 20 ans de carrière? Oui, des fois on a des sentiments de se dire ça fait tellement longtemps. Oui, mais le sentiment de perte de temps? Non, pas de l'idée que ça demande un temps effectivement très long. Mais pas au point de le pour perdre. Changer les choses. Non, c'est pas de le perdre. De toute façon, on peut pas faire plus vite. Parce que si ça allait aussi vite que certains le souhaitent, ça serait des changements brutaux. Mais ça marche pas. Une société, elle a des inerties, mais phénoménales, culturelles, sociales, économiques. Tout ça, c'est... Et alors, ceux qui pensent qu'on va pouvoir braquer avec des angles à 90 degrés d'un seul coup, c'est pas vrai. Donc c'est vrai que ça demande... Et c'est vrai que quelquefois, on peut se dire, mais... Je voyais sur la méthanisation de l'agriculture, tiens, je vais vous prendre un exemple précis. Quand je suis arrivé avec 90 méthaniseurs, j'ai lancé le plan EMMA, c'est-à-dire énergie, méthanisation, autonomie, azote, en février 2013. On va être aujourd'hui à peu près à 160-165 méthaniseurs. Donc on a commencé... mais on n'a pas encore doublé le nombre de méthaniseurs. Et donc, en 2013, 2014, ça fait pratiquement 2 ans. Et c'est enclenché, il y a 168 projets et tout ça, mais c'est très long. D'accord, donc il faut être patient. De se dire, mince, mais alors, il a été trop impatient, en fait. Je pense qu'il est impatient de nature, Arnaud. Arnaud impatient de nature. Alors, Frédéric Delchaussy est impatient. Il reste 20 secondes pour une dernière question. La 20 réponse secondes. va peut-être être courte, mais Claude Barton remet demain son rapport sur l'engagement citoyen avec quelques propositions un peu spectaculaires, comme par exemple demander aux énarques en stage d'aller dans des zones difficiles en France pour se confronter à la vraie vie. Est-ce que ce n'est pas des solutions pratiques, ça? En 5 secondes. Si. Que tout le monde se confronte à la vraie vie, ça fera du bien à tout le monde. Même les énarques. Et surtout, même les énarques. Merci beaucoup Stéphane Le Foll d'avoir participé au rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI.